Bonjour, je continue à parler des phénomènes liés à la contraction musculaire, c'est toujours dans le cadre de l'étude de la capacité du muscle strié squelettique à transformer et à convertir l'énergie. La contraction musculaire s'accompagne de phénomènes différents, par exemple les phénomènes physiques et les phénomènes chimiques. Les phénomènes physiques, soit des phénomènes mécaniques, donc c'est le thème des vidéos précédentes dans lesquelles on a traité ces divers myogrammes. Il y a aussi les phénomènes thermiques, c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est le dégagement de chaleur par le muscle au cours de la contraction. Alors que je vais consacrer une vidéo prochaine pour l'étude des phénomènes chimiques. Alors, un effort physique se fait par un ensemble de contractions musculaires. Celles-ci font donc apparaître plusieurs phénomènes dans le corps, par exemple l'augmentation du rythme cardiaque, augmentation du rythme respiratoire, puis augmentation du volume de CO2 rejeté par l'organisme et aussi du volume absorbé de l'oxygène, dégagement de la chaleur par le corps, la sudation, la transpiration, donc l'émission de la sueur, à la soif, apparition de la soif juste après l'exercice physique, et quelquefois chez certaines personnes, ce n'est pas une règle générale, donc la personne sent la faim juste après l'exercice. Alors, toutes ces variations donc, qui accompagnent les contractions musculaires, on peut les classer en trois grands phénomènes. Les phénomènes peuvent être physiologiques, physiques ou chimiques. Bien sûr, chaque phénomène a son explication. Le rythme cardiaque augmente, c'est pour que le débit sanguin augmente, c'est pour faire donc parvenir au muscle une quantité plus grande de glucose et une quantité plus grande d'oxygène pour dégager la quantité qui s'accumule de CO2. Alors, on va essayer donc de faire correspondre à chaque variation, chacune de ces variations, son phénomène correspondant physiologique, physique ou bien chimique. Alors je commence par le rythme cardiaque. Donc tout ce qui concerne la fonction des organes de l'organisme, c'est physiologique. Donc le rythme cardiaque, c'est physiologique. Le rythme respiratoire aussi, ça concerne la physiologie. Mais lorsque je parle du gaz carbonique, du dioxyde de carbone ou bien du dioxygène, ce sont des substances chimiques, ce sont des composés chimiques, donc c'est des phénomènes chimiques. Pour la chaleur, donc la température, c'est un phénomène physique. La sudation ou bien la transpiration, l'émission de la sueur, c'est aussi un phénomène physiologique. Donc à quoi sert la sudation dans le corps? Lorsque le corps est en train donc de produire de la chaleur, donc le corps se réchauffe. Donc, pour éviter une surchauffe, qui peut être donc néfaste pour l'organisme, le corps sue, c'est la sudation. Donc, en s'évaporant, cette sueur fait diminuer la température du corps. Donc, c'est une façon pour l'organisme d'éviter une surchauffe. La soif, donc c'est un phénomène physiologique. La soif survient parce que le corps a perdu une quantité d'eau sous forme de sueur. Voilà. Donc il doit régénérer cette eau dans le corps. S'il y a une faim, c'est-à-dire après l'exercice, ça veut dire que le corps sent une diminution du glucose dans le sang, bien du glycogène dans les muscles. Ce n'est pas une règle générale, comme j'ai dit, parce que le corps d'ailleurs peut régénérer tout de suite le glucose qui a été utilisé par les muscles. Le corps est capable de régénérer le glucose au cours d'un exercice physique. Alors ces trois phénomènes, ils sont en liaison entre eux parce qu'on peut expliquer chaque phénomène par les autres phénomènes. Par exemple, la chaleur. La chaleur, donc, c'est une réponse directe
du muscle, c'est une énergie thermique qui est produite par le muscle en se contractant. Donc il y a ici des relations entre chaque type. Les phénomènes chimiques aussi, qui sont donc le volume de CO2 et le volume d'oxygène, on les voit dans le rythme cardiaque et dans le rythme respiratoire. Pourquoi le rythme respiratoire augmente énormément au cours d'un exercice sportif ou bien un exercice physique? C'est parce que le corps, les muscles ont besoin de beaucoup d'oxygène. Ils ont besoin aussi d'évacuer le CO2. C'est pourquoi donc le rythme respiratoire augmente. Alors, pour les phénomènes physiologiques, on ne va pas les traiter, c'est hors du programme. Pour les phénomènes physiques, c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Et pour les phénomènes chimiques, ce sera donc le thème d'une vidéo prochaine. Alors aujourd'hui, donc, je vais parler des phénomènes physiques liés à la contraction musculaire. Donc le phénomène physique étudié ici, ce sont les phénomènes thermiques, c'est-à-dire l'émission de la chaleur. Alors, comment est-ce qu'on enregistre ce dégagement thermique par le muscle en contraction? Comment est-ce qu'on mesure donc la quantité de chaleur dégagée par le muscle? On a besoin donc d'un dispositif d'enregistrement. Dans ce dispositif, on aura besoin au début donc d'un muscle sur lequel donc on va faire la manipulation. Il s'agit d'un muscle d'un animal sur lequel donc on pratique l'expérience ou bien la manipulation. La contraction sera donc une seule secousse. On sait que les muscles dégagent de la chaleur au cours d'un sport, mais au cours d'un sport ou bien au cours d'un exercice physique, tous les muscles se contractent. Il y a des millions de contractions, donc la quantité de chaleur qui sera dégagée sera énorme. Mais lorsqu'il s'agit d'un seul muscle et d'une seule contraction, donc ce qu'on doit mesurer, c'est une quantité très faible de chaleur. Donc on a besoin donc d'un appareil très sophistiqué. Donc après le muscle, on aura besoin aussi d'un oscilloscope. C'est le matériel donc utilisé pour mesurer le dégagement de cette chaleur. Puis un récipient, voilà l'oscilloscope. Puis un récipient contenant une eau à une température stable. On va l'utiliser comme donc une température de référence. On implante sur le muscle des électrodes ou bien des aiguilles métalliques. On utilise généralement donc des métaux très conducteurs, des bons conducteurs de chaleur, et donc ce sont aussi des bons conducteurs électriques. Comme je viens de dire, la chaleur qu'on doit mesurer est très limitée, elle est très faible, donc on doit essayer que cette chaleur ne soit pas perdue. C'est pourquoi on utilise donc des bons donc conducteurs thermiques. On utilise généralement le nickel et le cuivre. On utilise d'autres aiguilles similaires dans cette ordre de température de référence, aiguilles thermoélectriques, aussi du nickel et du cuivre. Après, donc, on aura besoin d'un ensemble de fils électriques et d'un amplificateur. Cet amplificateur donc aura pour rôle de transformer les signaux thermiques qui vont être émis par le muscle en signaux électriques qui vont être donc transmis à l'oscilloscope pour donner donc des courbes. Ces courbes donc nous permettent de mesurer la quantité de chaleur produite. C'est l'amplificateur. On aura besoin donc de fils électriques, les voilà, qui vont relier entre les électrodes thermoélectriques implantées sur les muscles avec l'amplificateur, puis avec les autres électrodes sur l'eau. Un autre fil ici qui va relier les électrodes de cette haute température de référence avec l'amplificateur, puis deux autres fils électriques pour faire la connexion entre l'amplificateur et l'oscilloscope. Cette étude consiste à exciter le muscle une seule fois. Il va répondre par une seule secousse musculaire isolée. L'oscilloscope va enregistrer la quantité de chaleur dégagée par le muscle.
Analyse du résultat obtenu. Sur l'écran de l'oscilloscope, on va obtenir des courbes. Ces courbes, donc, on va enregistrer, vont représenter la quantité de chaleur dégagée. Dans chaque courbe, il y aura deux paramètres qui entrent en jeu, l'amplitude de la quantité de chaleur et le temps. Donc on aura besoin de deux axes. Le premier axe de l'écran de l'oscilloscope traduit la tension du muscle et en même temps la quantité de chaleur émise. On va utiliser des unités arbitraires. Puis l'axe qui sera donc l'axe horizontal des abscisses va représenter le temps. On va utiliser deux échelles différentes pour le temps. Au début, ce sont des fractions de secondes et après, on va utiliser les minutes. On va enregistrer la secousse musculaire isolée. La voilà. Donc, on reconnaît le repos. On reconnaît ici le temps de contraction et on reconnaît le temps de relâchement. Puis le muscle revient à son état de repos. C'est la secousse musculaire. Alors, cette première expérience sera dans un milieu aérobie. Après, on va faire la même expérience cette fois-ci dans un milieu anaérobie. Voyons maintenant le dégagement thermique. Alors, cette courbe en pointillé bleu indique les variations de la chaleur au niveau du muscle, donc avant la stimulation. La quantité de chaleur dégagée par le muscle est stable et nulle, très faible, elle est nulle, elle est constante. Juste lorsque les muscles commencent à se contracter ici, regardez, la quantité de chaleur va prendre cette évolution, elle va augmenter rapidement jusqu'à un pic ici, puis diminuer faiblement. Il commence de nouveau à augmenter. Ça coïncide avec le début du relâchement. Il augmente de nouveau et il a un pic ici. Il est plus faible que le premier pic et la quantité de chaleur diminue progressivement parallèlement au relâchement du muscle. Lorsque le muscle est au repos, la quantité de chaleur donc reste constante et nulle, comme dans l'état initial. Mais un certain temps après, quelques minutes après, regardez, la quantité de chaleur augmente aussi lentement et faiblement, puis revient à son état initial, donc la quantité redevient nulle de nouveau. Alors, comme vous voyez, la chaleur a été dégagée combien de fois? La chaleur a été dégagée 3 fois. Donc, on a ici 3 pics. Chacune de ces chaleurs, donc, représente une étape de dégagement thermique. Donc, le premier pic, c'est la première chaleur. On l'appelle chaleur de contraction. Il coïncide avec la contraction du muscle. La deuxième chaleur ici, on l'appelle chaleur de relâchement. Il coïncide avec le relâchement du muscle. Donc, au cours d'une seule secousse, il y a déjà dégagement de deux chaleurs, chaleur de contraction et chaleur de relâchement. Ces deux premières chaleurs, on les regroupe sous le terme de la chaleur initiale. C'est la chaleur initiale dégagée ici. Puis cette troisième chaleur, on va l'appeler chaleur retardée. Chaleur retardée. Ça veut dire que le muscle dégage deux types différents de chaleur. Une chaleur initiale au début qui coïncide avec la secousse et une chaleur retardée qui est dégagée après le repos, après le relâchement. Celle-ci est plus lente, celle-ci est brève, mais en amplitude, la chaleur initiale est plus importante que la chaleur retardée. Voyons maintenant, si on change les conditions, on passe au deuxième cas, si le milieu était anaérobie. Donc il n'y a pas d'oxygène. Regardez. La secousse enregistrée est toujours la même. Donc le muscle ne répond pas à la même secousse, soit au milieu anaérobie, soit au milieu aérobie. Regardons maintenant comment le dégagement thermique sera dans ce cas. Au début, comme tout à l'heure,
la quantité de chaleur est nulle. Et juste au début de la contraction, la quantité de chaleur, comme tout à l'heure, augmente rapidement jusqu'à un pic, puis descend un tout petit peu, puis augmente une deuxième fois, puis descend avec le relâchement pour s'annuler. Et au cours du relâchement, ou bien au cours du repos du muscle, la chaleur reste nulle et constante et ne varie plus. Donc le premier pic, c'est toujours la même chose, c'est la chaleur de contraction. Le deuxième pic, c'est toujours la même chose, c'est la chaleur de relâchement. Les deux sont groupés aussi sur le même terme, c'est la chaleur initiale. Après comparaison, on observe que lorsque le muscle s'est contracté en anaérobiose, la chaleur retardée n'est pas produite, regardez, elle est absente. Cela suggère que cette chaleur aura une relation avec le métabolisme aérobie, c'est-à-dire avec l'oxygène. On a déjà parlé donc de ce métabolisme aérobie dans mes premières vidéos. Passons à l'interprétation de ces formes de chaleur. On parle du fait que toutes ces chaleurs sont produites par des réactions chimiques. En biochimie, on appelle ces réactions chimiques qui produisent la chaleur ou bien produisent l'énergie des réactions chimiques exothermiques, c'est-à-dire qui produisent de l'énergie. On a vu qu'il y a de chaleur dégagée par le muscle. Ici, une chaleur initiale rapide et brève et une chaleur retardée plus faible en quantité et en amplitude et plus lente et ayant une durée plus longue. Ici, j'ai mis des pointillés sur cet axe. Là et là, ça veut dire qu'ici j'ai changé d'échelle. L'échelle maintenant c'est en minutes, alors qu'ici l'échelle était très brève, en fractions de secondes. Donc ça veut dire que cette chaleur est très rapide, très brève, alors que cette chaleur ici est un peu lente, elle dure quelques minutes. Alors ça veut dire ici que la chaleur initiale est le résultat de réactions chimiques rapides. Donc il y aura ici des réactions chimiques exothermiques rapides. Et cette chaleur retardée doit être le résultat d'une réaction ou bien d'un ensemble de réactions chimiques lentes qui utilisent l'oxygène. Alors pour mieux donc récapituler tout ça, donc la contraction musculaire dégage de la chaleur. Dégagement de la chaleur. Cette chaleur se fait en deux temps, en deux étapes. La première étape, donc, il produit une chaleur initiale, et puis le muscle produit une autre chaleur, c'est une chaleur cette fois-ci retardée. La chaleur initiale est dégagée dans les deux cas, soit en cas d'aérobiose, soit en cas d'anaérobiose, alors que la chaleur retardée n'est produite que si le milieu est aérobie. Ça veut dire ici que cette chaleur initiale doit être liée à des réactions chimiques exothermiques rapides anaérobie, alors que la chaleur retardée doit être liée à des réactions chimiques exothermiques aussi, mais lentes et aérobie. On va voir tout ça donc en détail après dans une vidéo prochaine, une vidéo pour parler donc des méthodes de régénération d'énergie par le muscle et on verra d'autres réactions, d'autres types de réactions chimiques dont on n'a pas parlé ici. Alors, je vais récapituler un peu. Je vais aussi essayer de conclure. On observe que, dans une description, on observe que la contraction produit de la chaleur en deux phases. Chaleur initiale, elle est dégagée lors de la secousse. Elle est rapide et importante. Elle se compose d'une chaleur de contraction et d'une chaleur de relâchement. Puis, chaleur retardée. Il se dégage lentement après relâchement en cas d'aérobiose. Alors pour conclure, conclusion, le muscle est le siège d'une série de réactions chimiques produisant l'énergie. On a des réactions rapides et des réactions lentes. Voilà, j'ai fini donc la vidéo d'aujourd'hui, j'ai fini le thème des phénomènes physiques, des phénomènes thermiques liés
à la contraction musculaire. Rendez-vous dans quelques temps pour une nouvelle vidéo.